aujourd'hui, nous passons donc à la deuxième partie de ce chapitre, la Renaissance, de la Renaissance aux Lumières, avec donc, je vous l'avais annoncé la dernière fois, donc voilà la deuxième partie, aujourd'hui, enfin, je compte vous traiter la 2, la 3, la 4 si possible, pour essayer de boucler ce chapitre, mais enfin, je ne sais pas. En tout cas, nous commençons aujourd'hui par donc la cité idéale de la Renaissance italienne, avec en particulier un petit peu une observation de ces fameux panneaux qu'on appelle les panneaux d'Urbino ou vues urbinates qui ont été peints, vous le voyez, vers la fin du XVe siècle, des années 80-90, dans la bonne ville d'Urbino, et qui donc constituent un témoignage particulièrement intéressant de ce qu'est la vision d'une ville idéale à cette époque-là. Vous voyez peut-être la vue la plus célèbre, je crois que tout le monde la connaît, tout le monde l'a vue, au moins reproduite, si c'est pas le cas, ou parfois peut-être certains d'entre vous l'ont vue à Urbino, au musée d'Urbino où elle se trouve aujourd'hui. En fait, il y a 3 panneaux à peu près semblables, à peu près des mêmes dimensions. Vous voyez celle-ci, c'est à peu près 2,40 m sur presque 70 cm de hauteur, vous voyez. Et il y a donc 2 autres panneaux qui ont été peints au même moment, dont l'un se trouve à Baltimore aujourd'hui, celui du haut, à peu près dans la même dimension, et l'autre se trouve à Berlin, à la Gemäldegalerie. Voilà, donc ça, ces 3 panneaux on les a longtemps attribués à Piero della Francesca. Vous savez que Piero della Francesca est un des grands peintres de ce Quattrocento italien, et c'est un de ces peintres qui utilise à merveille les effets de la perspective et des volumes en 3 dimensions dans ses toiles ou dans ses fresques, comme celle de la cathédrale d'Arezzo en particulier, qui sont particulièrement connues. Alors aujourd'hui, il semble que, il y a eu, vous l'imaginez, des polémiques, des débats à propos de l'attribution de ces fameux panneaux. Finalement, il semble que Piero della Francesca ne les ait pas peints, et on les attribue plutôt aujourd'hui à Melazzo da Forlì, un autre peintre de la même époque. Peu importe pour nous, ça c'est vraiment de la polémique un peu, qui ne nous intéresse pas directement. Par contre, on peut peut-être montrer, sans doute, le commanditaire de ces œuvres, c'est le duc d'Urbino que vous avez ici. Justement, je vous ai mis ce double portrait parce qu'il est de Piero della Francesca. Il se trouve aujourd'hui au musée des Offices à Florence. Donc vous avez là ces 2 portraits particulièrement célèbres avec le profil du duc et de son épouse, dont l'un c'est Alexandre de Montefeltre, la famille qui règne à Urbino, qui est à la tête du duché, c'est les Montefeltre, et son épouse, c'est une Sforza. Ça nous intéresse aussi parce que les Sforza, c'est de Milan, c'est la famille qui règne à ce moment-là à Milan. Donc c'est une alliance matrimoniale, vous voyez, entre 2 duchés importants du XVe siècle en Italie. Au passage, vous remarquez d'ailleurs, c'est intéressant, même si c'est un peu marginal pour nous, l'importance du fond, de ce paysage un peu idyllique que l'on voit en arrière au fond, qui est très très constant dans les œuvres de ce moment-là. Alors revenons au panneau, au premier, voilà. Donc celui qui est le plus connu et qui est intitulé, vous le voyez écrit sur l'écran, Veduta di città ideale, c'est vraiment explicite, c'est la vue d'une cité idéale. Donc essayons de l'observer un petit peu. La première chose qui frappe, c'est que, bien sûr, vous le voyez, il s'agit d'une représentation en perspective. Nous sommes au XVe siècle, où cette technique de représentation de l'espace sur la toile ou sur les fresques est particulièrement en vigueur, notamment après les travaux et les écrits dont je vais vous parler après, d'Alberti, qui est le grand théoricien de la pratique artistique et aussi de l'architecture et de l'urbanisme, on pourrait dire, de l'époque. Alors on pourrait dire, vous savez peut-être que Alberti est l'auteur de cette phrase, enfin, cette formule en gros, qui dit que le peintre doit, je cherche la formule, oui, le peintre doit, comme en quelque sorte, ouvrir une fenêtre, lorsqu'il peint un paysage par exemple, c'est comme s'il ouvrait une fenêtre
dans sa toile, sur sa toile, qui se trouve à hauteur de ses yeux et qui donc est censé représenter dans l'espace le paysage qu'il a sous les yeux, ou qu'il imagine, puisque vous savez que la peinture, comme le disait Léonard de Vinci, est causa mentale. C'est d'abord ce que le peintre projette sur sa toile, avant d'être un paysage fidèle. Donc, en l'occurrence, et là, j'ai envie de dire, de reprendre la formule célèbre qui, paraît-il, était inscrite à l'entrée de l'Académie de Platon, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Vous savez, la géométrie était, dans la pensée philosophique de l'Antiquité, érigée au rang de matière essentielle. La géométrie, c'est dans l'esprit des philosophes la mise en ordre du monde, en gros. Hein. Comment le monde peut être compris et ordonné grâce à la géométrie, aux mesures et à la figure géométrique, donc avec l'introduction de la rationalité, en quelque sorte. À côté du sensible. Il y a le sensible et il y a le rationnel. Et donc là, on est vraiment dans une projection intellectuelle, en quelque sorte, basée sur la géométrie, avec l'organisation sur cette toile, qui est en fait une peinture sur bois, en réalité, pas une toile au sens propre. La projection de cet espace pictural d'une représentation géométrisée de la réalité sensible, avec notamment, ce qui est capital, un point de fuite. Vous voyez, il y a des lignes que l'on peut suivre ici, qui construisent l'image et qui conduisent donc l'œil à un point géométrique qui se trouve ici, un centre géométrique de la toile, quelque part par là, hein, ce qu'on appelle un point de fuite, et qui donc organise, à partir duquel on organise l'ensemble des volumes représentés. Et par ailleurs, on remarque qu'à la base de cette sorte de temple circulaire qui est ici, la porte est entrouverte, ce qui esquisse, vous voyez, encore, l'œil est un peu attiré par cette porte entrouverte, comme si ça pouvait se prolonger encore à l'infini, hein, vers l'arrière. Donc, remarquons donc cette construction géométrique, et puis, en gros, une construction symétrique. Vous voyez qu'il y a, là aussi, on pourrait partager la toile en deux par un axe vertical, et on verrait que, en gros, les volumes, les espaces s'organisent de façon quasi symétrique de part et d'autre de cet espace. Donc, on a ici une construction intellectuelle qui préside à une idée de ville. Hein, donc, il s'agit de représenter une ville idéale. Et alors, ce qui est un peu étrange également dans cette représentation, c'est qu'il n'y a aucune figure humaine. Et ça donne un effet quand même d'étrangeté particulier, ce qui ajoute un peu à la démonstration. On est bien dans une construction intellectuelle théorique, en quelque sorte, et non pas dans la représentation réelle d'une ville existante. C'est vraiment une projection mentale totale. Bien. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on remarque également l'homogénéité un peu des volumes, des bâtisses de part et d'autre de cette représentation, avec un certain nombre de modèles qui sont précisément des modèles existants dans la réalité. On peut trouver dans les rues de Florence à l'époque, au XVe, par exemple, des constructions, des palais ou des maisons qui ressemblent tout à fait à ce qu'on voit ici. Donc il y a quand même un aspect de réel qui est quand même sensible. Ici par contre, là, vous voyez qu'on a une construction complètement irréelle, on pourrait dire, avec la juxtaposition de certain nombre de monuments, soit de l'Antiquité, comme un amphithéâtre, un arc de triomphe, mais aussi ici un sanctuaire chrétien octogonal, de type un peu byzantin, et puis des maisons civiles, comme on peut les trouver dans les villes de l'époque. Et puis, alors ici, autre remarque sur cette toile de Berlin, c'est que ici vous avez un élément intéressant qui s'introduit, c'est un horizon maritime. Ça va devenir aussi quelque chose d'assez fréquent dans la peinture de cette époque-là, que de créer un horizon comme ça de fuite, hein, vers le fond de la toile, à partir d'un horizon marin, souvent inondé de lumière, comme on va le voir. Donc je passe sur ce portrait que je vous ai décompté. Voilà par exemple un peintre contemporain, un peintre vénitien, Carpaccio,
qui a laissé ce magnifique cycle de Sainte Ursule que vous pouvez voir aujourd'hui au musée de l'Académie de Venise, et qui est censé représenter l'histoire de Sainte Ursule. Donc je ne connais pas les détails, hein, moi personnellement. Mais en tout cas, j'ai choisi cet exemple pour vous montrer à quel point il y a, vous voyez, porosité entre les théories d'Alberti et la manière dont les peintres de l'époque se saisissent de ces théories pour représenter des scènes historiques ou mythologiques ou autres. Ici, donc, dans ce cycle, si vous êtes attentif un peu au décor, vous apercevez que si par l'imagination, vous effacez tous ces personnages qui sont censés représenter l'arrivée des ambassadeurs anglais auprès du roi de Bretagne, vous les enlevez, bien vous avez un décor urbain complètement construit à la manière de ce que vous avez vu précédemment, hein, un petit peu. De même que, vous voyez donc, ici l'introduction de l'horizon maritime comme point de fuite général et ouverture, vous voyez, vers un peu l'infini, on pourrait dire, avec, là, pareil, vous voyez à quel point un soin est apporté à ces représentations de monuments ou de perspectives urbaines parfaitement symétriques, géométriques. Vous voyez, donc on est vraiment dans l'esprit de cette construction intellectuelle de la perspective et, par ricochet, de la ville idéale à laquelle on peut penser, qui est donc fondée. Bon, je vais prolonger mon propos après. Pour l'instant, donc, exemple de continuité, vous voyez, dans la représentation, un demi-siècle après, à peu près, vous voyez, 1641, 1640, Claude Gelée, le Lorrain, qui a séjourné longuement à Rome, produit donc ces toiles magnifiques, bon, absolument somptueuses. Alors, vous voyez ici que c'est bien le même thème, c'est l'embarquement de Sainte Ursule. C'est le même thème qui sert de prétexte en fait à une construction, une scénographie, on pourrait dire, on est vraiment dans une mise en scène, une scénographie d'un espace à la fois urbain et maritime, tout à fait imaginaire, dans lequel il y a des monuments connus. On y peut y reconnaître certains monuments existants à l'époque à Rome ou en Italie, mais ils sont disposés, agencés de manière à créer un effet complètement imaginaire. De même que cet embarquement de ce port de mer au soleil couchant absolument magnifique, avec notamment, on peut y reconnaître des palais, vous voyez, existants à l'époque à Rome ou à Venise en particulier, et ici également un phare qui est tout à fait semblable, une tour phare qui est tout à fait semblable à celle qui existe dans le port de Gênes à l'époque. Voilà encore une autre vue pour terminer sur le Lorrain, avec en particulier, vous voyez, vue d'un port avec le Capitole. Effectivement, là, ce bâtiment, c'est exactement le Capitole que Michel-Ange a construit sur la colline du Capitole à Rome au début du XVIe siècle. Alors maintenant, voilà le théoricien, voilà le fameux Alberti, qui est au cœur donc de la théorisation de la perspective d'une part en peinture, mais aussi de l'organisation d'une ville idéale, telle qu'on peut la penser à l'époque. Et alors cette pensée se trouve dans un certain nombre d'ouvrages, dont le principal, vous le voyez ici, vous voyez son titre, L'art d'édifier, qui a été donc, vous voyez, écrit et édité au milieu du XVe siècle. Alors Alberti se situe dans l'esprit, dans le prolongement de Vitruve, le grand théoricien de l'architecture de l'Antiquité, qui a théorisé au 1er siècle, si je me souviens bien, l'ensemble des connaissances, des techniques et des théories autour de l'architecture notamment, et qui sert toujours de référence dans la transmission des connaissances de l'Antiquité. C'est un élément fondamental sur lequel s'appuiera toute une tradition de l'art de bâtir, de la Renaissance jusqu'au siècle des Lumières, dont je vais parler aussi après. Pendant tous ces siècles, donc, post-Renaissance. Et c'est notamment dû à l'action d'un certain nombre de théoriciens qui reprennent les théories de Vitruve, qui les mettent au goût du jour, si vous voulez, qui les redéfinissent et qui les éditent à destination du milieu artistique. Il y aura Alberti, et on va voir après le Filarete, qui est un autre grand théoricien contemporain d'Alberti. Alors Alberti, il a bâti aussi, et sa façon de bâtir reflète son esprit d'équilibre, d'harmonie, qui à ses yeux doivent présider à la fois
à la construction des bâtiments civils, mais aussi à l'organisation de la ville. La ville, le plan de la ville doit être lui aussi harmonieux, soucieux d'équilibre, avec un bon agencement des bâtiments publics de part et d'autre, par exemple d'un axe principal qui fixera l'organisation générale de la ville. Donc il fixe comme ça, mais il n'a pas laissé de dessin précis de ses idées. Il couche sur le papier, enfin sur le parchemin plutôt, enfin non, sur le papier, oui. Sur le papier, donc, ses idées et ses théories, mais il n'a pas laissé de dessin qui pourrait appuyer ses descriptions. Néanmoins, à travers ses écrits, on comprend ce qu'il veut dire. Et observer un petit peu ce qu'il a construit en même temps était tout à fait significatif. Voilà le temple qu'il construit à Rimini, qui est la ville, donc, à l'époque, gouvernée par la famille Malatesta, qui a donc installé ses tombeaux, les tombeaux de la famille, dans cet édifice, dans cette chapelle, et il propose à Alberti de créer une enveloppe. Vous voyez donc les références dans cette architecture à l'architecture antique. On retrouve un peu une forme d'arc de triomphe, par exemple. De même que ceci, qui est l'entrée, la nouvelle entrée de la basilique San Andrea à Mantoue, qui est donc, là aussi vous le voyez, où il combine de façon très harmonieuse et sophistiquée, je crois, la tradition de l'arc de triomphe romain et du tympan, d'un temple. Vous voyez, donc il arrive à combiner ces formes élémentaires qui sont léguées par la tradition antique et à les remettre au goût du jour. Mais son œuvre la plus connue, et que sans doute bon nombre d'entre vous ont dû voir lorsqu'ils ont visité Florence, c'est la fameuse façade de l'église Santa Maria Novella, avec son jeu de marbre, vous voyez, qui est magnifique, et en même temps, la combinaison entre les deux niveaux de décor, avec en particulier, pour la première fois apparaît dans l'architecture occidentale, ce petit subterfuge qui permet de faire un lien harmonieux entre deux niveaux. Vous voyez cette volute-là, qui vient faire le lien entre les deux niveaux, et qui sera reprise à foison ensuite par l'architecture baroque, et en particulier à partir de l'exemple de l'église du Jésus à Rome, qui est un peu le prototype de l'architecture dite jésuite, avec les façades à volutes que multipliera l'architecture baroque. Mais là, on est au XVe siècle, là on est en 1460, par là, je crois, à peu près, 60-70, me semble-t-il. Et puis, un autre exemple de composition de façade d'Alberti, et ce qu'il préconise, vous voyez, dans les bâtiments civils, ici le palais Rucellai, qui est un très beau palais, avec ses bossages, vous voyez les façades à bossage ici, qui parcourent la façade, et ces trois niveaux, avec des pilastres et des corniches, notamment la corniche supérieure ici, vous voyez, particulièrement proéminente. Voilà un certain nombre de préconisations qu'Alberti met en pratique, et voilà une photo pour vous montrer, bon, aujourd'hui, voilà à quoi ressemble cette façade du palais Rucellai. Voilà, j'ai abordé un peu Alberti est quand même un personnage central dans la théorie de l'architecture et de la ville à cette époque-là. Deuxième personnage important en Italie, c'est le Filarete, de son vrai nom, comme vous le voyez, Antonio Averlino, qui lui va se mettre au service d'une autre grande famille particulièrement importante à ce moment-là, les Sforza, qui ont pris le pouvoir à Milan. Vous voyez le portrait de Francesco Sforza, qui justement travaille avec le Filarete et qui l'embauche pour un certain nombre de réalisations à Milan. Les Sforza, comme vous le savez sans doute qu'en Italie, dans ces siècles un peu troubles et pleins de guerres entre cités rivales, il y avait ce qu'on appelait les condottieri, c'est-à-dire les chefs de guerre, les chefs de bandes de mercenaires qui se mettaient au service des uns ou des autres pour se faire payer à prix d'or leur service, et qui ne manquaient pas de temps en temps de prendre eux-mêmes le pouvoir quand ils le pouvaient. C'est le cas des Sforza,
qui vont prendre le pouvoir à Milan en chassant les Visconti de Milan. L'ancienne dynastie régnante à Milan, c'était les Visconti. Vous connaissez le cinéaste Luchino Visconti, qui est un lointain descendant de cette famille. Alors les Sforza, donc, veulent faire de Milan une ville à la hauteur de sa puissance de l'époque et commandent donc à Filarete un certain nombre d'édifices qui aujourd'hui ont en grande partie disparu, sauf une partie de l'hôpital général qui a été conservé et qu'on peut encore voir aujourd'hui, mais modifié. Rien n'est vraiment intact de ce qu'a laissé le Filarete. Si vous visitez Milan, vous ne manquez pas de voir le fameux, ce qu'on appelle le Castello Sforzesco, c'est-à-dire le château des Sforza, qui est aujourd'hui en plein centre-ville en fait, et donc qui est notamment hérissé de tours, dont celle-ci est attribuée à Filarete, mais transformée. Elle a été incendiée en partie, donc elle a été en partie démolie. Bref, il y a peu de choses de l'origine. Mais Filarete ne nous intéresse pas spécialement pour ça. Il nous intéresse parce que lui, à la différence d'Alberti, il nous a laissé ses projets, sa vision de la ville idéale. Et là voilà, sa vision, qu'il appelle Sforzinda, puisqu'il a dédié à la famille Sforza, et donc il baptise sa ville imaginaire du nom de Sforzinda. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, tout à l'heure je disais que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, ben là on est vraiment dans la pure géométrie aussi, hein. Donc cette ville, quel est son plan? Ben regardez, c'est 2 carrés, vous voyez, 2 carrés là, qui se superposent. Je vous en ai montré un, voilà le deuxième. Voilà, et la superposition de ces 2 carrés détermine, vous voyez, une figure géométrique à, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 8 pointes. Et le tout s'inscrit dans un cercle. Vous voyez, un pur jeu géométrique de l'esprit qui préside à la création d'une ville possible, d'une ville idéale, avec des rues rayonnantes. Voilà aussi quelque chose qui va devenir assez fréquent dans l'urbanisme de l'époque moderne. Quand je dis moderne, là au sein des historiens, du XVIe, XVIIe par exemple, avec des rues rayonnantes se rejoignant donc au centre géométrique de la ville, où on implantera la place centrale, ici qui mesure, selon les unités de mesure de l'époque, un stade de long. Apparemment, il y avait une unité de mesure qui s'appelait le stade, dans le Milanais à l'époque, un stade en longueur sur un demi-stade. Vous voyez, donc il y a des règles très précises, et de part et d'autre se situe le pouvoir ecclésiastique, avec l'évêché, la cathédrale, et de l'autre côté le pouvoir civil avec le palais du duc, etc. Oui, donc de part et d'autre, de façon symétrique, on a les 2 pouvoirs importants de l'époque. De là partent donc 16 rues rayonnantes qui rejoignent soit des portes qui sont installées dans l'angle rentrant de la figure géométrique, vous voyez ici les différentes portes, soit vers les tours de défense qu'on imagine construire ici sur ces pointes-là. Et sur chacune de ces avenues ou de ces rues, disons, on prévoit de créer une place secondaire, une place de quartier, on pourrait dire, qui vient compléter la place centrale qui, elle, est considérée un peu comme le forum général de la ville. Alors, vous voyez qu'on est vraiment dans la pure géométrie, hein, c'est vraiment tout à fait une application de principes stricts. Et voilà un exemple, voilà, j'ai trouvé sur Internet quelqu'un qui a travaillé sur les proportions. Alors, je ne vais pas vous les commenter, mais vous voyez que tout le plan de cette ville obéit à des règles de géométrie tout à fait strictes. Voilà. Alors maintenant, on a vu la théorie. Que se passe-t-il sur le terrain dans ce pays qui donc est le cœur de la révolution esthétique que représente donc la perspective et la Renaissance de manière générale. Alors nous allons prendre l'exemple de cette petite ville de Pienza qui se trouve en Toscane, comme là il n'y a pas plus toscan que ce paysage, hein, c'est vraiment la Toscane par excellence, le pays des collines toscanes.
si célèbre dans le monde entier. Et donc la petite ville de Pienza a ceci d'intéressant qu'elle est la patrie d'un certain Piccoli Mini, famille devenue célèbre, parce qu'elle a donné un pape qui prend le nom de Pie II à Rome à ce moment-là. Et donc ce Pie II était né à Pienza. Et il a donc voulu utiliser son nouveau pouvoir de pape pour transformer sa petite ville de Pienza, la ville originaire, et en faire une ville en harmonie avec les théories en vogue de la ville et de l'urbanisation à ce moment-là. C'est un pape humaniste, hein, comme la plupart de ces papes de l'époque, ce sont avant tout des intellectuels humanistes, ces papes. Par ailleurs, on les nomme pour faire la police dans l'Église, mais par ailleurs, ce sont surtout des mécènes, des intellectuels qui vont œuvrer à la diffusion des grandes œuvres de la Renaissance. Alors dans la ville de Pienza, voilà son plan. Oui, ça reste encore, c'est pas encore géométrisé à l'excès, mais on voit qu'il y a un effort qui est fait pour créer donc un centre urbain organisé, ce qui n'était pas le cas des villes médiévales. Jusque-là, les villes médiévales se sont créées spontanément, avec des rues tortueuses souvent, des coins de rue, des espaces s'ouvrant de manière un peu aléatoire. Et donc ce n'est qu'à ce moment-là, en dehors des créations qu'on a vues, hein, les créations volontaires, qu'apparaît vraiment une géométrisation de l'espace urbain. Alors voilà pour Pienza le plan, qui s'organise désormais selon une rue principale, qui porte le nom d'ailleurs de Rossellino, qui est l'architecte qui préside à ces travaux. Voilà maintenant 2 ou 3 vues du centre qui, vous voyez, s'organisent autour de bâtiments civils, notamment le palais communal, si important dans les villes italiennes, et les différents palais des grandes familles, dont les Piccoli Mini, mais il y en a d'autres aussi. Et puis vous voyez ici une autre vue de cette même place, avec la nouvelle église créée justement par Alberti. Vous voyez, vous retrouvez la volonté de symétrie que Alberti préconise pour l'organisation de l'espace urbain. Un peu plus tard, là nous quittons la région, la Toscane, nous allons vers le nord, dans la plaine du Pô, enfin c'est plus le Pô, dans la plaine padane, enfin la plaine du nord de l'Italie, près de Mantoue. Mantoue qui est à l'époque, Mantova en italien, Mantoue est à l'époque un des duchés les plus brillants sur le plan artistique justement. La famille des Gonzaga, qui préside aux destinées de ce duché, a été parmi les principaux mécènes de l'époque de la Renaissance. Et dans la ville de Mantoue, donc, il y a le palais, si vous avez l'occasion d'aller dans cette région, ne manquez pas la visite du palais ducal de Mantoue, où se trouvent en particulier des fresques magnifiques de Mantegna, un grand peintre justement qui pratique beaucoup les techniques de la représentation en perspective. Il y a une magnifique salle qui s'appelle la salle des époux, où il y a le portrait de la famille des Gonzague pratiquement en grandeur nature, qui est absolument saisissant, de vérité. On a l'impression qu'ils sont là présents devant nous, tellement les effets de la perspective et les volumes sont magnifiques. Alors, c'est eux qui ont, justement, on est à peu près à 30 ou 35 km au sud de Mantoue, et ils ont voulu créer donc une ville neuve, c'est une création, une ville neuve, obéissant aux règles d'urbanisme préconisées par les théoriciens comme Alberti, mais surtout qui serait comme d'une certaine manière une nouvelle Athènes, c'est-à-dire un lieu dédié à la culture et aux arts et financé par eux en tant que mécènes. Donc on va trouver dans cette ville, là encore, vous voyez, une création complètement dédiée à la culture, à la fois une académie, des bâtiments pour accueillir une académie, une galerie de peinture et de curiosités tout à fait intéressante, justement. Voilà, alors, l'organisation de l'espace avec la place centrale, vous voyez, avec repensée au panneau d'Urbino, vous avez la traduction, on pourrait dire, spatiale de la théorie urbaine. Et puis, bon, il y a des axes
comment dire, les axes généraux de la ville qui s'ouvrent à partir de portes magnifiquement architecturées qui ouvrent la ville sur l'espace extérieur. Et ensuite, donc, voilà, justement, c'est intéressant, une galerie entièrement dédiée aux arts et aux curiosités. Donc, ceux qui étaient avec moi lundi matin, lorsque j'ai parlé à propos du château d'Oiron, des cabinets de curiosités, modèles venus d'Italie et appliqués en Touraine par les propriétaires de la famille du château d'Oiron, à l'époque de François Ier et Henri II, ben là vous avez un de ces modèles italiens, de ces galeries spécialement conçues. Alors c'est vraiment un bâtiment qui fait presque 100 mètres de long, qui était entièrement dédié à une collection de peintures et d'objets, de curiosités, recueillis donc par la famille. Donc là vous avez vraiment, vous voyez, une belle traduction de l'esprit de la Renaissance dans la pierre, on pourrait dire. Et puis à cette ville, c'est venu s'ajouter quelques années après une construction tout à fait singulière. C'est un théâtre conçu par Scamozzi, qui est un disciple de Palladio. Palladio est presque un voisin, hein. La ville de Palladio, c'est Vicenza, qui se trouve pas très loin de Mantoue. Donc il y a, dans cette région d'Italie du Nord, il y a eu tout un tas d'architectes qui ont été influencés par Palladio, notamment Scamozzi, qui a été un de ses disciples. Et on voit la touche de Palladio dans ce théâtre, qui est en partie en bois, comme vous le voyez ici, ce sont des gradins en bois, et qui est surmonté d'une corniche, enfin une corniche on pourrait dire, avec des statues représentant les dieux de l'Antiquité, je crois, me semble-t-il, je ne me rappelle plus très bien. Et en tout cas, vous voyez, bon, quand même, hein, la référence culturelle à l'Antiquité qui est omniprésente, et donc la mise en scène également de ce théâtre qui fait penser à celui que Palladio a construit à Vicenza, ce qu'on appelle le théâtre Olimpico, qui est de quelques dizaines d'années antérieures, une trentaine d'années antérieures. Voilà. Alors voilà, vous voyez un bel exemple quand même d'une application sur le terrain des théories urbaines en vogue et diffusées par la Renaissance italienne. Et on terminera, puisqu'on est toujours dans le coin, sur les terres de la République de Venise, où la République de Venise, à l'époque, édifie une série de villes-forteresses pour protéger ce que Venise appelle la terre ferme, c'est-à-dire la partie de territoire que Venise possède hors de la lagune, et où il y a des villes importantes à défendre. Et donc elle édifie, là, entre la fin du XVIe et le début du XVIIe, une série de villes-forteresses de nouvelle génération, on pourrait dire, qui sont le fruit des conceptions architecturales à la fois de la Renaissance et des ingénieurs militaires qui obéissent à ces deux sources en quelque sorte. On retrouve Scamozzi, celui qui a conçu, vous voyez, le théâtre de Sabioneta, est également l'auteur des plans de cette ville militaire. J'ai oublié de dire que Sabioneta, le nom n'a pas été choisi au hasard, j'ai oublié de le dire. Sabioneta, Sabio, savant hein, en italien, donc Sabioneta, la ville des savants en quelque sorte. Ici donc Palmanova, elle fait partie d'une série de 6 places fortes qui sont aujourd'hui classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. Et celle-ci est la plus connue, je crois. Elle a vraiment un plan parfait, avec une sorte d'étoile à 9 pointes, me semble-t-il. Voilà une vue verticale qui vous montre vraiment le plan tout à fait géométrique de cette place forte, avec notamment, vous voyez les rues rayonnantes qu'on a vues dans le plan d'origine de Filarete. On les retrouve ici, avec une place ici hexagonale, je crois, me semble-t-il. Et par contre, on n'a pas 8 pointes comme dans le projet de Filarete, mais on en a 9 ici. Et vous voyez de même que les portes ont été placées comme dans le modèle primitif, dans ces rentrants. Vous voyez, il y a 3 entrées ici, on les voit très nettement.
Ça correspond à trois rentrants, comme dans le plan, un peu, on a l'impression que la pensée de Philarète se traduit là dans l'espace du côté de Venise. Nous sommes dans le Frioul. Le Frioul, c'est la région qui se trouve au nord de Venise en direction de l'Autriche. Voilà, alors ça c'était donc, je conclus avec ça pour l'Italie. Et donc maintenant nous passons à la France, qui va offrir des choses tout à fait intéressantes, plutôt un peu après, en décalage par rapport à l'Italie, mais quand même, bon. Disons que la France est aussi le théâtre d'une série de créations urbaines nouvelles dans leur esprit, et puis de remodelage de villes existantes, notamment pour des raisons stratégiques, avec en particulier, vous y pensez tous, les travaux de Vauban, qui vont marquer durablement l'espace français et notamment les régions frontières. Alors, commençons par les ports et citadelles, premier point que j'ai indiqué ici. En effet, partons du XVIe siècle. Le XVIe siècle, du point de vue historique pour nous, c'est l'époque où peu à peu les rois de France, comme François Ier, puis Henri II notamment, vont pratiquer une politique de puissance, on pourrait dire. Vont essayer d'appliquer une politique de puissance, de faire du royaume de France un des royaumes les plus puissants d'Europe face à la puissance des Habsbourg, hein, qui règne quand même sur une grande partie de l'Europe, de l'Espagne à l'Autriche et aux Pays-Bas, au nord. Donc, dans cette stratégie générale du royaume de France, il va y avoir des créations urbaines qui vont répondre à ce souci, d'une part, de mise en valeur du territoire et de projection stratégique, on pourrait dire. Alors, exemple, je ne l'ai pas mis en photo, mais pensez-y, Le Havre est créé à ce moment-là. Le Havre est une création de François Ier. Donc François Ier décide d'ouvrir, vous voyez, le couloir de la Seine, où il y avait un port, Rouen, sur la mer libre, et il s'appelle Le Havre parce que, comme son nom l'indique, c'est un abri. Il se met à l'abri dans l'estuaire de la Seine. Et donc, ainsi, la France, si vous voulez, le royaume de France se projette sur l'espace océanique ouvert, où il va défier un petit peu plus tard la puissance britannique. Le Havre, donc, c'est règne de François Ier. Un siècle plus tard, ou à peu près, pensez que s'ouvre le canal des deux mers, le canal du Midi, qui permet à la navigation fluviale de passer de l'Atlantique à la Méditerranée. Donc, le point de départ, c'est les ponts jumeaux à Toulouse. Hein. Et puis, le canal du Midi se termine sur la Méditerranée et on crée un port. Ce port, c'est Sète. Sète a été créé à ce moment-là, au début du XVIIe siècle. Et si vous parcourez la ville de Sète, vous voyez que d'ailleurs, il y a un plan un peu en damier dans ce qui est le centre actuel de Sète. Donc, vous voyez, il y a comme ça la création d'un nombre de villes qui ont des fonctions portuaires ou militaires affirmées et qui traduisent la puissance du royaume de France, désormais dans une politique d'envergure européenne. Et là, je vous montre un exemple célèbre, c'est la ville de Brouage, qui se trouve en Charente, et que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà visité, qui est une très belle réalisation, qui a commencé, elle a été créée au XVIe siècle, dans le but de faire le commerce du sel. Il y a toujours des marais salants dans le coin. Mais surtout, c'est Richelieu, qui au début du XVIIe siècle va renforcer les défenses et l'organisation militaire de Brouage pour en faire un point essentiel dans le contrôle de cette région. Vous savez qu'il y avait des protestants qui étaient particulièrement nombreux dans la région et que La Rochelle a été un des points de fixation de cette résistance protestante en liaison avec l'Angleterre contre la puissance catholique du roi de France. Donc on est dans cette stratégie aussi de consolidation, vous voyez, du pouvoir royal dans la région stratégique de la Charente. Voilà le plan. Bien. Et puis tout près de là, alors la photo est un peu floue, sans doute, mais j'en ai pas trouvé de meilleure. Un peu plus tard est créée une ville et un arsenal sur le cours de la Charente. Alors, si vous voulez ici,
Brouage est là, à gauche. Hein. Vous voyez, c'est pas loin. Hein. Quand on est à Brouage, en levant le nez ou en sortant de Brouage, on voit le pont qui franchit la Charente ici, le nouveau pont, hein, pont moderne. Voilà, la ville de Rochefort est une création de Colbert, à l'époque de Colbert, pour fonder un arsenal militaire capable de construire les vaisseaux dont le roi a besoin pour justement sa puissance navale, et en même temps création d'une ville militaire avec garnison en quelque sorte, hein, des troupes à disposition. Donc voilà la création de Rochefort. Alors vous voyez, je vous ai choisi cette photo pour vous montrer qu'on est sur le cours un peu paresseux de la Charente, mais qui a l'intérêt d'être balayé par la marée tous les jours, hein, ce qui fait que les bateaux de haute mer de l'époque peuvent remonter jusqu'ici et à l'abri, se mettre à l'abri de toute incursion extérieure. Voilà une vue plus rapprochée de la ville de Rochefort, où vous voyez donc ici les anciens bassins de l'Arsenal, et entre les deux, un bâtiment très célèbre qui est la Corderie, magnifique bâtiment de cette époque-là, qui était destiné, qui a été réhabilité et qui est devenu un musée aujourd'hui, qui est des bâtiments qui était destiné à la fabrication des cordages immenses qu'il fallait pour les voiliers de l'époque. Voilà, et vous voyez sur cette vue aérienne à quel point le plan de Rochefort reprend hein, le damier classique, donc vous voyez comment il se perpétue on pourrait dire presque de millénaire à un autre, hein, si on remonte à l'époque romaine, cette organisation du territoire urbain par un maillage orthogonal avec une place centrale où se pavanaient où dansaient et chantaient Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve dans le film célèbre de Jacques Demy, hein, et Jacques Demy qui a magnifiquement utilisé le décor urbain de Rochefort. Hein, c'est vraiment un brio extraordinaire hein, de ce film qui s'ouvre sur le pont transbordeur, je ne sais pas si vous voyez l'image, hein, le pont transbordeur sur la Charente avec les camions bleus qui franchissent le fleuve. Bon, enfin bref, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais bon, c'est quand même un exemple intéressant de l'utilisation d'un décor urbain dans le cinéma, ce qui est un thème en soi, ça serait intéressant de développer ce thème-là. Alors voici Rochefort, et puis voilà maintenant Vauban à l'œuvre. Vauban qui est un ingénieur militaire au départ. Hein. Vauban c'est d'abord un ingénieur militaire qui est capable de concevoir des places fortes, mais aussi de les assiéger. L'ingénieur militaire, il sait à la fois construire et assiéger. C'est comme le génie militaire. Hein. Le génie militaire, c'est à la fois construire des ponts, mais savoir les détruire. Donc c'est la fonction même de ces unités. Alors justement, voilà un exemple particulièrement célèbre. L'Alsace vient d'être annexée au royaume. C'est l'époque où le roi Louis XIV consolide, enfin depuis Richelieu, Mazarin, Louis XIV, on consolide les possessions françaises, notamment au nord, à l'est, la Franche-Comté, l'Alsace, la Lorraine finit d'être intégrée au royaume, et le nord, la frontière du nord se fixe à peu près à ce moment-là. Et au sud, c'est le royaume d'Espagne, traité des Pyrénées, rappelez-vous. Tout ça, c'est la même époque. Hein. Donc, Vauban, c'est l'homme qui va décider d'organiser ce qu'il va appeler le précaré, qui présente au roi comme le moyen d'assurer la sécurité du royaume au nord, à l'est, au sud. Et il va donc jalonner toutes les frontières, toutes les régions frontières d'un certain nombre de places fortes, en général construites sur le même modèle, qui vont permettre donc au roi de tenir ses frontières. La plus connue, sans doute, c'est celle-là, en Alsace, dans la plaine d'Alsace, à peu près au niveau de Colmar, qui est donc Nouveau-Brisac. Neuf-Brisac, excusez-moi, Neuf-Brisac, voilà, comme ça s'appelle exactement. Alors vous voyez, cette place forte, parfaitement géométrisée, vous voyez, mais là, au lieu d'avoir des rues rayonnantes comme Palmanova en Italie, nous avons un plan en damier avec une grande place d'armes où l'on peut rassembler les troupes et faire défiler et manœuvrer au son du clairon et des fifres. Et donc voilà que s'organise un espace urbain tout à fait singulier
tout à fait singulier dans le contexte de l'époque. Hein. Il n'y a pas d'espace urbain comparable à ça dans le pays. Voilà pour cette ville. Voici. Alors, j'en profite pour vous indiquer que presque toutes ces places fortes, en tout cas les plus importantes, ont fait l'objet de maquettes d'époque qui ont été justement faites pour que le roi puisse voir concrètement à quoi ressemblaient ces places fortes que Vauban lui faisait construire. Et donc on a aujourd'hui une collection inestimable de maquettes d'époque qui sont aujourd'hui visibles, une partie d'entre elles, au musée des Invalides. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment une visite intéressante. Celle-ci y figure. Et une autre partie se trouve à Lille, parce que dans les années 80, à l'époque où Monroy, maire de Lille, était Premier ministre, il a tout fait pour qu'on amène à Lille les places fortes concernant le Nord, et notamment la place forte de Lille. Donc une partie a été déplacée. Mais les autres sont toujours sur place. C'est vraiment des réalisations magnifiques en tant que maquette. C'est vraiment très très intéressant. Et pour les amateurs d'art militaire, bon, c'est un pèlerinage. Hein. Voilà une photo aérienne. Vous voyez que c'est parfaitement la maquette, presque. Hein, toujours aujourd'hui, la ville est intacte et mérite la visite. Maintenant, des variantes avec des conséquences urbaines. C'est le jumelage, en quelque sorte, c'est un nouveau système avec jumelage d'une ville existante ancienne que l'on renforce, que l'on bastionne, comme on disait à l'époque, on la bastionne, on la munit de bastions pour la défendre, et puis on crée à côté une plateforme, une place forte nouvelle, et donc on va avoir ainsi un système dual, l'un plus facile à défendre que l'autre en quelque sorte. La citadelle est plus facile à défendre que la ville elle-même. Alors voilà un bel exemple, vous voyez, sur l'île de Ré, puisque la ville de Ré, vous voyez, on est au niveau de La Rochelle, cette portion de littoral qui est particulièrement stratégique à l'époque, et donc que Vauban renforce. On trouve ces ouvrages militaires dans l'île de Ré, à Oléron aussi, je crois, je me souviens plus très bien, mais dans l'île de Ré, il y a Saint-Martin de Ré. Et alors vous voyez très bien que la ville ancienne existante n'est pas touchée, elle n'est pas modifiée, elle est bastionnée, et à côté on crée une citadelle qui elle est entièrement nouvelle. Et puis, autre exemple plus près de nous, Bayonne. Hein, Bayonne, regardez Bayonne, l'Adour ici, la Nive, le confluent, vous avez le vieux Bayonne ici, d'autre côté la Nive, ce qu'on appelle aujourd'hui le Petit Bayonne, mais vous voyez que tous les deux quartiers sont à peu près identiques. Voilà la ville bastionnée, et de l'autre côté de l'Adour, on crée une citadelle en face, qui garde l'entrée du port. Et elle est toujours occupée par l'armée aujourd'hui, hein. C'est le RPIMA là, qui siège là. Et puis là, un nouveau quartier au bout du pont, qui est à l'époque un pont flottant, hein. C'est pas un pont en pierre, le quartier de Saint-Esprit, où ont trouvé refuge à l'époque beaucoup de Juifs qui ont fui l'Espagne et le Portugal qui les expulse, hein, avec les rois catholiques et la suite. Et donc un certain nombre de Juifs vont se trouver refuge et s'installer à Bayonne, dans ce quartier ce quartier qui se peuple à ce moment-là, donc avec leur arrivée. C'est là qu'il y a la gare, hein, en gros. Si vous connaissez Bayonne, la gare est par là. Voilà, le quartier Saint-Esprit qui a été très vivant, un quartier avec cette communauté juive très active. Pour ceux qui connaissent l'architecture néo-basque des années 20 et 30, parmi les architectes les plus importants de la côte basque à ce moment-là, il y a les frères Gomez, dont le nom même indique l'origine, qui étaient donc des lointains descendants de ces séfarades qui ont quitté l'Espagne au XVIe siècle. Voilà pour Bayonne. Et puis alors on va traverser le pays et on va aller vers le nord, où on va trouver donc ici un exemple tout à fait saisissant de juxtaposition d'unités urbaines nouvelles qui ont fini par former
aujourd'hui une agglomération unique. Hein. Charleville-Mézières, aujourd'hui, c'est une seule agglomération. Mais nous avons deux villes distinctes à l'origine. Une ville militaire, avec, vous voyez ici, c'est Mézières, avec ses différentes, ses aménagements, ses bastions, etc. Voilà le cours de la Meuse, qui fait un grand méandre ici, vous le voyez, avant de pénétrer, de se diriger vers le nord, à travers le massif des Ardennes. Et puis là, vous avez une création ex nihilo aussi, du XVIIe siècle. C'est la ville de Charleville, là où est né Arthur Rimbaud. Et donc, elle est créée au début du XVIIe siècle. Et là, on retrouve les Gonzague. Vous savez, les Gonzague de Mantoue, les Italiens de Mantoue, ben, ils ont un de leurs rejetons qui s'appelait Charles de Gonzague, qui devient duc par le jeu de succession, mariage, enfin je ne sais pas trop. C'est un descendant des Gonzague de Mantoue, mais il est français, hein, c'est un seigneur français, Charles de Gonzague, qui hérite du duché de Rethel, je crois, puis je ne sais plus quelle autre appellation, qu'autre ville. Rethel, c'est une ville qui est dans le coin, là, dans les Ardennes. Donc, c'est lui qui décide de créer une ville ducale, une ville princière. Voilà un nouveau modèle qui apparaît. On a vu les villes portuaires, les villes militaires. Voilà un nouveau modèle dans l'histoire urbaine de notre pays et en Europe. Mais c'est à ce moment-là que le modèle se crée un petit peu. C'est donc une ville dédiée à la gloire d'un seigneur qui va en faire en principe son siège. Le projet est de faire de cette nouvelle ville le siège de son duché, d'où le nom de la ville. Vous voyez la date de création, 1506, on est sous le règne d'Henri IV. Alors, c'est intéressant parce que, en apparence, on a l'impression de retrouver le modèle de la ville orthonormée avec son plan en damier. Mais pas exactement. Il y a certes deux axes principaux qui se croisent sur une place centrale qui est la place Ducale, magnifique place d'ailleurs, on va avoir une photo, mais j'attire votre attention sur le fait que les différents quartiers de la ville ne sont pas identiques. Chacun est conçu de manière autonome, comme un quartier vraiment particulier, avec une place particulière, une organisation de l'espace différente de la voisine, donc il n'y a pas la monotonie du damier traditionnel qu'on a vu souvent en usage. Donc on a là quand même une formule intéressante de ville vraiment nouvelle qui est créée donc à l'instigation de ce duc de Mantoue, de Gonzague. Voilà une photo de la place Ducale qui est vraiment magnifique, vraiment un très bel ensemble urbain qui fait la gloire de la ville. Et donc vous voyez qu'elle est formée, c'est bien comme architecture, intéressant à noter aussi, c'est pas une architecture voyez, uniforme, et elle est composée d'une série de pavillons qui sont accolés les uns aux autres. C'est exactement le même modèle que la place des Vosges à Paris, qui est aménagée à la même époque. Et c'est pas un hasard parce que c'est deux frères qui ont œuvré à ces deux places. L'architecte de Charleville et l'architecte de la place des Vosges, ils sont ces deux frères. Et deuxième modèle de ville princière, de ville presque royale, on pourrait dire, modèle de la ville palais, c'est celle que se fait construire en personne Richelieu, qui donc reçoit du roi, c'est le bras droit du roi, hein, Richelieu. Donc il reçoit du roi des terres, un grand domaine en Touraine. Alors Richelieu, c'est quelque part au sud de Tours, si vous voulez, vous voyez, entre Tours et Poitiers, par là, dans cette zone-là, vous voyez. Donc, voilà le coin. Et voilà une maquette qui vous montre à quoi ressemblait cette ville palais, conçue donc par Jacques Lemercier. Alors j'ai mis un sous-titre, vous voyez, ville idéale du pouvoir absolutiste, point d'interrogation. Bon, c'est une manière de penser un peu, d'aborder ce genre de réalisation. En tout cas, c'est un modèle de ville-palais qui va se multiplier en Europe à ce moment-là, au fur et à mesure justement que s'affirment des pouvoirs royaux ou princiers importants et pour lesquels la signature architecturale va être importante.
On n'est plus dans les palais, dans les cours itinérantes, vous voyez, un peu des rois de France du XVIe. On est dans des monarchies ou des dynasties qui s'implantent de manière durable et qui vont faire de leur capitale un lieu central de leur politique. Alors, voilà en quoi la ville de Richelieu est intéressante. C'est à la fois un palais, et vous voyez quel palais se fait construire Richelieu, avec ses dépendances, ses jardins, dignes d'un palais royal, hein, et à côté une ville entièrement nouvelle, avec une rue principale où il va solliciter son entourage de grands du royaume pour venir s'installer et construire des hôtels particuliers. Alors, voilà à quoi ressemblait le palais de Richelieu, construit à ce moment-là. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi. Hein. C'est digne du palais du Luxembourg, qui est à peu près contemporain. Hein. Le palais du Luxembourg, c'est aussi ce style-là, hein, qui est construit à la même époque par les Médicis. Et donc, vous avez ici donc un modèle de palais, une sorte de royal, préfigure un petit peu ce que seront les palais royaux français du XVIIe et du XVIIIe siècle. Malheureusement, ce palais, c'est dommage, hein, quand même, il a complètement disparu, parce qu'en fait, après la Révolution, si je me souviens bien, il a été vendu à un marchand de biens, comme ils ont pullulé après la Révolution, vous savez, avec les biens nationaux de l'Église et la déchéance partielle des aristocrates et des grands seigneurs. Il y a tout un tas de constructions de châteaux qui ont été plus ou moins abandonnés et qui ont vécu une période de décrépitude, ce qui fait qu'ils ont été souvent vendus pour une bouchée de pain à des spéculateurs qui en ont fait des carrières à ciel ouvert. En fait, ils ont démoli consciencieusement ce palais qui s'est vendu pierre par pierre dans les alentours, comme c'est arrivé à l'époque. Alors, voilà, il n'y a plus la trace. Contre, la ville est toujours là. La création urbaine de Richelieu est toujours là, vous voyez. 26 peut-être. Donc, il doit y en avoir 13 ou 14 de part et d'autre, vous voyez, de la rue principale, avec 2 places à chaque extrémité. Une place dédiée plutôt au marché et une place dédiée plutôt, vous voyez, aux réceptions, aux manifestations officielles, avec l'église principale ici, par exemple. Voilà donc une autre vue. On voit bien le plan, vous voyez, avec les 2 places qui ont été voulues, la rue qui les relie, l'alignement des hôtels particuliers, et puis les 2 rues parallèles. Et vous avez l'enceinte qui a été parfaitement préservée. Donc on a vraiment une ville dans ses limites du XVIIe siècle, qui est presque intacte sous nos yeux. Voilà le modèle. Ce qui est intéressant ici, c'est la juxtaposition et le système palais-ville qui va devenir donc qui va se répandre dans toute l'Europe. Et en France, bien sûr, tout d'abord, avec Versailles. Versailles qui est par excellence la ville-palais, ou le palais-ville. Le palais, le voilà. Vous connaissez tous le parc, dessiné par le nôtre, et puis voilà la ville, je dirais la ville civile qui se développe vers l'est par rapport au palais, en particulier à partir des 3 avenues rayonnantes qui partent de la place d'Armes à la sortie ou à l'entrée du château, de part et d'autre des écuries royales que vous connaissez sans doute. Voilà une vue aérienne qui rappelle à tout le monde l'ampleur de ce plan voulu donc par les différents architectes qui se sont succédés ici, Mansart, Hardouin-Mansart, etc. Bon, donc il y a toute une série d'architectes qui ont œuvré à ce chef-d'œuvre de l'architecture française qui est donc le palais et la ville de Versailles. Voilà les écuries royales ici et les 3 avenues rayonnantes qui organisent l'espace de la ville. Voilà. Ce qui m'amène à parler maintenant précisément de l'embellissement général des villes qui se manifestent dans notre pays au cours du XVIIe et XVIIIe siècle. Avec justement un peu en application des théories qui sont nées en Italie avec la Renaissance qu'on a vu,
l'idée que la ville donc, ne doit pas être, doit être organisée déjà. Hein. Il doit y avoir des idées directrices qui doivent permettre de mieux organiser la ville, de la rendre plus belle, parce que ici le souci, enfin l'idée, c'est justement d'embellir les villes. Embellir à partir d'un certain nombre de principes, comme par exemple la généralisation des alignements de maisons le long de rues tracées de manière claire, la création de places qui vont jalonner cet espace et l'organiser, la création de promenades, car on commence à entrer dans l'époque de la mode de la promenade à cheval ou en voiture à cheval, et on va créer dans les villes les plus importantes, Paris en premier, mais d'autres villes également, des allées cavalières, des promenades, vous voyez, des endroits où se promener pour parader. Ce sont en fait des avenues de parade particulières. Exemple, les Champs-Élysées. Le tracé des Champs-Élysées, montant vers la colline de l'Étoile, a été réalisé à ce moment-là. C'était d'abord une allée cavalière, à l'extérieur, ouest de la ville, après les Tuileries, après le palais des Tuileries. Voilà, bon, quelques principes, mais on va avoir des exemples précis pour les voir en application. Exemple, un des premiers exemples d'organisation urbaine raisonnée, obéissant à des principes, c'est la place Dauphine à Paris, donc à la pointe de l'île de la Cité, et le Pont Neuf. Le Pont Neuf qui est le premier pont moderne, on pourrait dire, de Paris, le premier pont dont le tablier n'est pas encombré de construction. Jusque-là, les ponts sont bâtis, c'est-à-dire on y habite dessus, ou au minimum, il y a des boutiques. Et donc, on ne voit pas le fleuve, à la limite. On passe la rivière, mais on ne voit pas le fleuve. Comme le Ponte Vecchio à Florence, vous voyez, donc, qui est resté un peu dans l'état où il était sans doute à la Renaissance. Alors ici, le pont Neuf, comme son nom l'indique, hein, il est neuf, c'est le premier pont avec un tablier comme ça, libéré, et qui permet donc d'offrir le spectacle du fleuve à la population. Il est ponctué d'une statue du roi, il est dédié au roi, donc ici le roi c'est Henri IV, oui c'est Henri IV à ce moment-là, et surtout, enfin, et aussi, c'est l'occasion de créer, on pourrait dire un lotissement urbain nouveau, avec ce qu'on appelle une place à programme. La place à programme, comme l'on l'indique, c'est une place qui est programmée, pour employer un mot d'aujourd'hui, c'est-à-dire dont la réalisation est prévue. C'est pas un espace spontané comme ça, non. On définit des limites, et le long de ces limites, on va construire progressivement des maisons particulières ou des hôtels particuliers qui obéissent aux mêmes règles. C'est ça le programme. Donc, au départ, l'homme qui lotit s'engage à faire respecter ce programme de construction. Et la place Dauphine est considérée comme la première de ces places à Paris. Elle a une forme triangulaire, bien évidemment, avec deux entrées, ici, dont l'une a disparu, je crois, aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que cette entrée-là n'existe plus. Mais en même temps, vous voyez que l'ouverture correspond à la mise en perspective de la statue équestre. Donc, vous voyez comment l'œil déjà est guidé vers des perspectives et des objets urbains que l'on va mettre en évidence au bout de ces perspectives. Et les hôtels particuliers sont donc progressivement construits. Ils sont toujours là aujourd'hui. Ils ne sont pas tous identiques à ce que c'était au XVIIe, mais en gros, la place Dauphine a gardé son aspect de place à programme du XVIIe siècle. Au passage, vous remarquez la pompe à eau, ici, qui permettait de pomper l'eau de la Seine, décorée d'une statue de la bonne Samaritaine, dont parlent les évangiles. Et c'est là l'origine des magasins qui ont été construits ici, là, sur le bord du quai, au XIXe siècle, et qui ont pris le nom de cette pompe, la Samaritaine. Hein, voilà l'origine. Oui, l'histoire urbaine est pleine comme ça de choses, de continuité qu'il faut connaître pour apprécier parfois les lieux. Alors bon, la place Dauphine et le Pont Neuf
nous sommes au début du XVIIe. À la même époque, comme je vous l'ai dit précédemment, est construite cette place des Vosges, qui prendra le nom de place royale à la mort d'Henri IV en 1610. On va la rebaptiser place royale. Alors vous voyez la place au programme, hein, avec les pavillons qui vont s'aligner autour de ce grand rectangle avec un jardin au centre. Alors c'est intéressant de comparer, vous voyez, les effets de cet urbanisme dans le plan de Paris. Voilà un plan antérieur à l'aménagement de la place. La place est installée ici, là où il y avait l'hôtel des Tournelles, ici. Voilà la forteresse de la Bastille et le mur de Paris à cette époque-là, jusqu'au XVe, XVIe siècle. Et la vieille rue Saint-Antoine, ici, là, ouais, qui est un peu tortueuse, enfin pas tortueuse, un peu, elle a des sinuosités, qui mène à la Bastille. Et à la porte Saint-Antoine, et au-delà, c'est la campagne. Et puis il y aura le faubourg Saint-Antoine, au-delà. Voilà le plan à l'origine. Et puis voilà le plan de Turgot. Turgot a fait établir un plan, des plans de ville au XVIIIe siècle. Et il y a un plan remarquable de Paris, pratiquement on dirait en 3D, quoi. Hein. C'est vraiment magnifique comme travail et comme relevé, parce que c'est pas fantaisiste, hein, c'est relevé sur le terrain. Et donc vous voyez comment la place royale a complètement modifié le quartier avec rectification de la rue principale. Et ici, élément intéressant, sur ce plan du XVIIIe siècle, ce qui a disparu, c'est les murs. C'est l'époque, le XVIIIe, où on commence à raser les fortifications qui entourent les villes. Et donc à la place, on installe souvent des promenades, des mailles plantées d'arbres par exemple, ou bien des voies de circulation périphériques, ce qu'on appellera des boulevards plus tard. C'est la naissance de ce qu'on appelle les boulevards à Paris, à l'emplacement des forteresses, des murs médiévaux qui sont progressivement arasés. Autre place à programme, tout à fait intéressante, c'est la place des Victoires, qui a été dessinée par Jules Hardouin-Mansart. Vous voyez donc une place circulaire dédiée encore une fois à la gloire du roi, avec une statue équestre de Louis XIV, qui bien sûr a disparu depuis. Autre place également, de la même époque, la place Vendôme et la statue de Louis le Grand, qui était installée en son centre. Et là on voit très bien que, comment dire, les hôtels qui ont été construits sont vraiment constitués comme une espèce de lamelles, vous voyez, très, très mince en réalité, et que ce n'est pas vraiment des constructions vastes qui entourent la place Vendôme. C'est plus un effet de façade, vous voyez. Alors, oui, la place Vendôme, dont vous voyez aujourd'hui une photo d'aujourd'hui, où bien sûr la colonne a pris la place de la statue de Louis XIV qui a été fondue à partir du 10 août 92, hein, à moins de la Révolution. Voilà, et pour clore ce parcours parisien, au cours du XVIIIe, c'est là qu'était aménagée cette nouvelle place, à cheval, enfin, qui fait la liaison entre le jardin des Tuileries, à droite ici, et la promenade des Champs-Élysées à gauche, là, vous voyez. Et là, donc, Jacques Gabriel dessine ces deux fameux hôtels qui ornent toujours cette place, qui sont magnifiques, donc, qui abritaient autrefois ce qu'on appelle l'hôtel de la Marine, ici à droite, qui encadre ce qui est aujourd'hui la rue Royale, avec la Madeleine dans le fond. Mais voilà comment a été organisée la place avec la statue de Louis le Bien-Aimé, comme on l'appelait à l'époque, hein, Louis XV. Et statue qui a disparu évidemment avec la Révolution, et puisque c'est là qu'on a installé à un moment donné la guillotine, à la place de la statue du roi. Mais pensons que c'est une place qui a été parfaitement pensée à l'époque et qui est en grande partie défigurée par la circulation aujourd'hui, hein, qui passe là au milieu, bon, ce qui fait que le dessin primitif de Gabriel est complètement nié. Et comment dire, le sentiment d'être dans un espace dessiné où l'on peut se promener, voilà. Donc ça c'est quelque chose que peut-être la mairie de Paris pourrait essayer
On pourrait essayer d'y remédier peut-être, mais c'est un grand débat. Hein, un grand débat, où faut-il faire passer les voitures? Bon, on peut les faire passer en souterrain aussi, les voitures. Pour terminer ce tour d'horizon parisien, voici les projets intitulés ensemble les projets pour la place Louis XV qu'on vient de voir, mais en fait, de proche en proche, c'est un véritable plan d'aménagement parisien qui est proposé par un des grands architectes de cette époque-là, Pierre Patte, et qui donc se proposait, vous le voyez, de remodeler complètement le centre de Paris à partir de places existantes ou à créer. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que là, déjà, cette façon de concevoir l'organisation de l'espace urbain à partir de places, de perspectives, est un peu la préfiguration de ce qui va s'imposer au XIXe siècle, notamment avec le baron Haussmann, lorsqu'il va prendre les affaires de Paris en main et créer donc un nouveau Paris que vous connaissez bien. Mais vous en voyez les prémices là, hein, vous voyez comment peu à peu la pensée urbaine s'organise et va ensuite se généraliser. Et elle se généralise aussi en province, enfin, je dis en province, dans les grandes capitales provinciales, comme par exemple Bordeaux. Vous voyez ici un plan tout à fait intéressant qui n'a pas été réalisé, hein, mais qui est bien significatif de ce que l'on pouvait penser comme urbanisme à l'époque, avec la création, vous voyez, de grands axes, des perspectives. Ici, c'est l'emplacement du château Trompette, là où il y a aujourd'hui la place des Quinconces, qui est ici pensé comme un jardin, un grand jardin urbain. L'arasement des murailles et des portes pour faire place à une ceinture de boulevard, ce qui s'est réalisé, en fait, de facto, entre Bordeaux et les communes de la périphérie. Bon, voilà, vous voyez donc comment cette pensée urbaine s'organise et se traduit ailleurs. Et je terminerai notre tour d'horizon en France avec la ville de Nancy qui me paraît particulièrement intéressant parce que là, vraiment, on a une ville médiévale au départ, ici, avec son lacis de ruelles, je dirais informel, mais avec l'emplacement du palais ou du château, à l'époque ducal, des ducs de Lorraine, ici, et l'amorce d'une promenade dès le XVIe siècle, qui est ici, là, elle n'est pas très bien formalisée, mais on la voit se dessiner. Et puis, le duc de Lorraine, je crois que c'est Charles, au XVIIe siècle, crée une ville nouvelle selon les modes opératoires en vigueur à l'époque. Donc, il nous crée une ville en damier, un peu en damier, bon, irrégulier, mais enfin, un peu géométrisé, où on garde la trace des anciens chemins, vous voyez encore, ici, ce que Le Corbusier aurait appelé le chemin des ânes. Hein. Vous savez qu'il fustigeait ces rues tortueuses, fruits du chemin des ânes, vous savez, l'âne qui va d'un côté et de l'autre du chemin, et broute d'un côté et broute de l'autre, et le passage répété des ânes dessine un chemin vague, tortueux, contre lequel Le Corbusier s'insurgeait, hein, abat le chemin des ânes, vive la ligne droite. On en reparlera de Le Corbusier. Hein. Alors ici, vous voyez, c'est élaborer une ville neuve, on pourrait dire, au sens propre, et entre les deux reste un espace indéterminé où les Nancéiens prennent l'habitude de se promener à l'époque. Ça devient une promenade, mais le tout est bastionné à la mode du XVIIe, puisque quand même la Lorraine, à l'origine, c'est l'empire, le Saint-Empire romain germanique. Hein. Il y a peu que la Lorraine, peu à peu, intègre le royaume ou se rapproche du royaume de France. Et puis, vous savez que l'histoire a souvent avec sa grande hache, a souvent des effets inattendus. L'effet inattendu, c'est une affaire internationale, la disparition de la Pologne. Premier partage de la Pologne au XVIIIe siècle, entre Russes, Prussiens et Autrichiens, et disparition du royaume de Pologne, et exil du roi de Pologne, qui est accueilli en France. Voilà un exilé célèbre, un réfugié, qui est accueilli à bras ouverts par Louis XV,
qui est marié avec une Leszczyńska. Donc le prince Stanislas Leszczyński est accueilli en Lorraine et Louis XV lui donne Nancy comme capitale. Et donc la ville de Nancy va connaître des transformations majeures, précisément dans cet espace-là. Et vous voyez là les conceptions urbaines du XVIIe et XVIIIe apparaître avec, sur ce nouveau plan, qui date de l'époque de Stanislas, de nouvel espace urbain, qui est aujourd'hui le centre de Nancy, avec la fameuse place qui porte son nom, la place Stanislas, ici. Et vous voyez ce qu'est devenu l'espèce de promenade qu'on voyait s'esquisser de l'autre côté, tout à l'heure, dans le plan précédent. Là, donc, il y a le palais ducal, et ici, une nouvelle promenade bien organisée, à la mode du XVIIIe. Et donc, on a d'un côté la place à programme, avec ses constructions régulières, et là, bon, pour le coup, particulièrement monumentale, bon, ça c'est vraiment un des chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle, les palais qui entourent cette place Stanislas, et en liaison avec cette place, par l'intermédiaire d'un arc de triomphe, ce qu'on appelle la place de la Carrière. Vous voyez, très belle promenade ou allée de promenade comme ça, à la mode du XVIIIe. Donc vous avez dans cette ville de Nancy, dans son cœur, un bel exemple de ce qu'est l'embellissement de la ville au XVIIIe. Voilà. Je regarde le temps qu'il me reste, un quart d'heure. Alors écoutez, il me reste à voir dans mon programme les architectes de lumière, donc Boulet et j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Et Ledoux, voilà. Bon, excusez-moi, de temps en temps j'ai des blancs. Alors donc, on pourrait finir avec Piranèse, parce que Piranèse est un personnage tout à fait singulier et qui a eu une grande place dans la pensée architecturale et quasiment urbaine de cette fin du XVIIIe. Piranèse est un Vénitien qui est né à Mestre. Si vous connaissez Venise, Mestre c'est la localité qui est juste de l'autre côté de la lagune. Donc c'est un Vénitien presque pur jus, on pourrait dire. Il est né donc à Venise, mais il s'est formé ailleurs. Et puis il a surtout fait de longs séjours à Rome. Et il s'est entiché des ruines romaines et des ruines d'autres régions, comme à l'époque, on découvre Herculanum. Vous voyez, c'est l'époque où l'archéologie démarre et où des villes comme Herculanum apparaissent au grand jour. Et tout d'un coup, ça va renouveler aussi la pensée architecturale autour de l'Antiquité. De même que les ruines de Paestum, au sud de Naples, les ruines grecques de Paestum, des temples grecs qui apparaissent à ce moment-là. Donc, Piranèse, graveur de génie, va s'intéresser de très près et se promener, on pourrait dire, en archéologue architecte, à Rome, ses alentours, et puis dans les autres régions d'Italie, où il y a des ruines dans ce goût. Et alors, il va nous laisser une série de publications absolument extraordinaires qu'il va publier progressivement, notamment une série d'antiquités romaines, où il va retranscrire sous forme donc de gravures, à partir d'eau forte, il travaille l'eau forte, mais c'est vraiment génial, hein, c'est vraiment un des grands graveurs de l'histoire de la gravure. Il va nous livrer comme ça des vues qui certes sont l'air d'être prises sur le vif, sur le motif, mais qui en réalité sont aussi des reconstructions, parce qu'il les travaille de manière à accentuer les perspectives, le travail de l'ombre et la lumière sur les reliefs, sur les architectures, vous voyez. Il va en fait à la fois faire œuvre d'archéologue en tant que en parcourant ces ruines et en faisant le relevé en quelque sorte, carnet de notes en main, mais dans son atelier, il va recréer une réalité, je pourrais dire presque surréelle,
au-delà de la réalité qu'il a observée, il crée un véritable monde, presque onirique, autour de la thématique des ruines. Et il va créer comme ça, il est un peu à l'origine d'un de ces courants puissants de la poétique des ruines, hein, qui est si important dans le romantisme en particulier, au début du XIXe siècle. Et donc là, on a vraiment un travail absolument remarquable de recréation d'un paysage urbain et architectural. Donc vous voyez par exemple une représentation de la vie à Appia qui est absolument, c'est du fantastique presque, hein, on dirait presque un décor de films de science-fiction d'aujourd'hui, vous voyez, hein. Et je pense que les créateurs de décors puisent largement dans l'esprit de Piranèse. Voilà ces gravures des temples de Paestum qui sont absolument saisissants, avec aussi un thème, vous voyez, c'est les ruines avec la pastorale, avec des bergers qui gambadent gentiment dans ces ruines, vous voyez, cet alliage comme ça ces deux univers là, que l'on trouvait déjà chez Poussin, hein, dans la peinture de Poussin, mais là il est aussi exploité à son maximum. Et il fixe une certaine vision des ruines. J'ai oublié de dire que Piranèse s'est formé à l'école des vedudisti de l'époque, c'est-à-dire les peintres qui faisaient des veduti, c'est-à-dire des vues urbaines, comme Canaletto à Venise. Vous voyez, ces tableaux de vues urbaines, de Canaletto, de Guardi, Panini, il s'est formé là-dedans. Donc il était déjà lui-même un vedudisti, si vous voulez, et en plus il s'est spécialisé dans la gravure et a donné un accent particulier à ses créations. Voilà, vous voyez là, vraiment les bergers hein, qui jouent même de la musique, ils chantent au milieu des ruines, c'est vraiment tout un univers onirique qui est créé, qui est vraiment un univers rêvé, quoi. On est dans la ville rêvée, là, bon, presque. Et puis il y a surtout aussi une série absolument hallucinante, appelée les carceri dimensioni, c'est-à-dire littéralement les prisons d'imagination, qu'il a créées donc. Alors là, c'est une production pure de l'esprit. Et vraiment, on est dans le décor imaginaire, ou dans un univers assez indéfini, on voit des machines, des choses qui sont pour le moins inquiétantes. Hein, donc on a l'impression d'être dans les bas-fonds d'une forteresse où l'on torture indéfiniment des hommes, alors que ce n'est pas exactement ce qui est montré. Mais notre imaginaire nous conduit à ça. C'est la puissance de l'imaginaire dans la gravure. Et donc ça, je crois que ça a inspiré tout un tas de créateurs, bon, innombrables. Hein. Voilà, quelques-unes de ces gravures absolument saisissantes, où les hommes sont réduits à des petites unités là, perdues dans ces décors. Vous voyez ? Voilà. Alors, et pour finir, bon, voilà quand même un beau travail de sa part sur ces relevés d'architecture, comme par exemple ici le Panthéon, qui va donc aussi contribuer beaucoup, il n'est pas le seul, mais il va beaucoup contribuer au développement de cette esthétique nouvelle qu'on va appeler le néoclassicisme, qui démarre à la fin du XVIIIe siècle et qui va s'épanouir jusqu'au début du XIXe et au-delà. Pensez qu'à cette époque-là, c'est l'époque où à Paris on va construire la nouvelle église de la montagne Sainte-Geneviève, que nous appelons le Panthéon aujourd'hui, qui était une église Sainte-Geneviève au départ. Par exemple, vous voyez, Soufflot, c'est à cette époque-là. Alors vous voyez qu'il y a une parenté quand même entre ce travail et ces propositions esthétiques de Piranèse avec tout ce mouvement des architectes qui démarrent leur métier à ce moment-là et qui vont faire leurs armes dans les principales capitales de l'Europe à ce moment-là. Que ce soit à Paris, à Berlin ou à Londres où se développe, et en Angleterre, le mouvement qu'on appelle le néo-palladien, qui s'inspire de Palladio, mais qui au-delà puise également dans l'Antiquité. Donc tout ce mouvement très puissant, architectural et aussi urbain, il est
Piranèse en fait partie et il y a contribué puissamment par ces productions qui ont été diffusées partout en Europe à ce moment-là, en tout cas dans le milieu artistique. Hein. Voilà. Alors donc, voilà ce que je prévois de faire. Donc, je le remets tranquillement à la prochaine fois, parce qu'il mérite que l'on s'y attarde un peu, mais quand même... oui, bon, j'en dis pas plus. Ok, je m'arrête là, je crois qu'on arrive à l'heure. Il vaut mieux s'arrêter raisonnablement là et repartir sur un point clair la semaine prochaine. Alors, merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.